Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Désigné politiquement, le ou la présidente de CPS, comme son nom l'indique, préside les instances de cette institution, à savoir les différents comités de décision. D'où l'importance d'un travail de coordination et de dialogue. Présidente de celui de Gembloux, Isabelle Grossens nous parle de son approche, du travail à huis clos qui permet aux meilleures idées de ressortir, de la collaboration entre la ville ou la commune et le CPS, car les thématiques sociales sont réparties entre les deux institutions. Synergie d'autant plus importante que l'image du CPS auprès des citoyennes et citoyens ne correspond pas toujours à la réalité. Elle nous parle de tout le travail de l'ombre accompli pour le bien-être de la population et de son souci de valoriser et ce travail et la qualité des équipes de terrain qui le portent. Bonne écoute de Localocratie épisode 12, Isabelle Grossens, présidente de CPS, travailler avec les partenaires. Bonjour Isabelle Grossens. Bonjour Xavier. Merci de m'accueillir dans votre bureau. Vous êtes présidente de CPS à Gembloux, mais avant cela, je voulais peut-être vous demander de présenter peut-être pas tout votre parcours, mais en tout cas votre intérêt pour la démocratie locale et votre implication communale. Ok, donc je me présente, Isabelle, je suis infirmière de formation, gembloutoise depuis une bonne vingtaine d'années, enseignante. Et puis, alors mon intérêt, c'est quoi ? En fait, en 2018, j'ai été fort impliquée dans une association locale. Je ne vais pas la citer, mais c'était autour de l'alimentation durable. On a fondé une ASBL. Et en parallèle de ça, je me rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient plutôt dans la méfiance vis-à-vis du politique, à ne pas... voilà, oui, c'est ça, plutôt dans la méfiance et plutôt aussi sur les réseaux sociaux. Je voyais des gens qui rouspétaient. Et je me suis dit, finalement, c'est aussi nous. Enfin, on peut être acteur, actrice. Et je me suis dit, plutôt que d'être du côté de ceux qui râlent, je vais un peu m'intéresser à cette vie locale, à cette politique locale que je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais été conseillère ou j'étais même pas membre d'un parti. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai embarqué en 2018. Donc, voilà un petit peu ce qui a porté mon engagement politique à la base. Et donc, quelques mois plus tard, membre d'un parti, élue conseillère et désignée présidente de CPS. Oui. Courbe d'apprentissage express. Alors là, carrément. Donc, ça a été... Oui, c'est un secteur que je ne connaissais pas bien non plus, même si je suis du secteur de la santé et plutôt de la santé communautaire, donc déjà plutôt dans le social. Je ne connaissais pas bien non plus tout le secteur des CPS, donc énormément d'apprentissage. Donc là, j'ai été vraiment aidée et par la fédération des CPS qui organise des formations. Ils ont aussi des webinaires qu'on peut suivre. Et alors par mon parti qui rassemble en fait au niveau de la régionale les différents présidents de CPS. Et donc là, on a eu un groupe où on a pu ensemble se partager, puisqu'il y avait d'autres personnes qui étaient déjà présidentes de CPS déjà depuis longtemps. Et donc là, on a été accompagnés, briefés, formés. Donc énormément d'apprentissage en effet, oui. Et puis, à côté de ce volet politique via les élections, un CPS, c'est toute une administration. Dans l'épisode précédent de Localocratie, on a eu l'occasion d'entendre une directrice générale de CPS nous expliquer le nombre de facettes. Et donc, j'imagine que ça aussi, quand on arrive comme président de CPS, il faut s'y intéresser, il faut comprendre, il faut découvrir comment fonctionne une telle institution. Ah oui, donc ici, Gembloux, 26 000 habitants. Donc, on a un CPS qui... au-delà de la mission légale qui est l'aide sociale, à 2 maisons de repos et 2 grandes crèches. Donc, une maison de repos de 141 lits
et 2 crèches de 133 places d'accueil. Donc, c'est quand même un gros TPS, entre guillemets, au niveau de l'offre de services. Et donc, moi, ce que j'ai fait au tout début de mon mandat, et ça a été un super moment, c'est que j'ai fait le tour des métiers. Et donc, pendant plus d'un mois, chaque semaine, j'allais passer une matinée dans chacun des services. Je suis quelqu'un de très visuel. J'avais besoin de rencontrer les gens. Donc, j'ai passé une matinée en cuisine. J'ai passé une matinée avec les aides ménagères, une matinée avec le secteur social pour essayer de mieux comprendre la réalité et pour mieux appréhender justement cette administration. Donc, à Gembloux, c'est 270 personnes qui travaillent. Donc, c'est aussi beaucoup de découvertes de métiers, avec des métiers très, très divers, avec donc le secteur maison de repos, crèche et l'aide sociale. C'est aussi chaque fois des ancrages différents. La VIC, la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou alors le SPP Intégration. Donc, chaque fois comprendre aussi les mécanismes des financements, des règles. Donc, ça, on l'a encore plus, moi, je l'ai encore plus vécu pendant la crise Covid, où on recevait des directives, mais très différentes, en fait, en particulier en maison de repos, où là, parfois, ça tardait un peu. On devait réagir avant les directives pour prendre des mesures. Donc là, on a beaucoup travaillé avec le médecin coordinateur, notamment de nos maisons de repos, pour essayer de mettre en place. Mais il faut suivre l'actualité. Et donc là, évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a toute l'administration, les directeurs de secteur, mais aussi la direction générale avec qui on doit former. Enfin, moi, je pense que c'est la clé de la réussite, c'est que président de CPAS et direction générale forment un binôme complice pour pouvoir appréhender toute la complexité en fait de ces matières et être là au quotidien. Et cette complicité, elle s'articule comment ? C'est parce que la direction générale, finalement, de l'institution veille à sa pérennité et à son fonctionnement comme une relativement grosse entreprise et en plus multisectorielle, comme vous le disiez, donc sous des contraintes multiples. C'est quoi l'input, la valeur ajoutée qu'apporte la présidence du CPAS ? Alors, ici, c'est un petit peu particulier dans cette expérience parce que justement, on a eu une direction générale qui a été absente. Donc, on a dû remplacer. Donc, moi, j'ai fonctionné, entre guillemets, avec une direction générale faisant fonction. Mais bon, ça, c'est, j'ai envie de dire... indépendamment du Covid, qu'importe. C'était un délai de renouvellement de quelqu'un qui avait quitté le poste, c'est ça, oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc là, il y a eu aussi pas mal de mouvements. Donc, il a fallu aussi s'assurer qu'il y ait quelqu'un en fonction et faire tous les suivis pour que le CPS puisse être en ordre de marche. Et avec une direction générale et une direction financière. Donc ça, c'est vraiment pour moi un trio très, très important. Et donc, comment moi, je vois les choses au niveau articulation, c'est vraiment un travail au quotidien, tous les jours, d'avoir des échanges, se partager les infos, puisque moi, donc le président de CPS préside les instances, donc les différents comités de décision. Et donc, évidemment qu'il faut que l'information circule, mais aussi au niveau stratégique, que ça puisse être anticipé. Donc, moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ce que les points de décision qui passent au conseil de l'action sociale puissent être préalablement instruits dans chacun des comités. Ce qui fait que quand un point arrive au conseil, il a déjà été travaillé. Il n'y a aucun conseiller c'est pas une surprise. Et donc là, il y a déjà eu l'occasion de pouvoir poser des questions, de demander des informations complémentaires pour que, une fois que ça arrive au conseil, ben voilà, les conseillers soient déjà aussi eux-mêmes informés et puis aller chercher l'info et donc pour avoir les éléments nécessaires pour prendre les décisions. Oui, donc pas de surprise, mais plutôt un travail collectif pour avancer sur des enjeux qui paraissent peut-être importants à tout le monde, qui paraissent peut-être aussi plus consensuels parce que le Conseil de l'action sociale est à huis clos, contrairement au Conseil communal qui donne lieu à des débats publics. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment
une réalité, c'est que les conseillers de l'action sociale, ils sont un peu plus invisibles. Ils ont un travail de l'ombre, mais c'est un travail énorme. Enfin, moi, quand je vois ici certains conseillers qui sont dans différents comités ou qui combinent même différents comités de décision, ça fait des heures et des heures et des heures de travail, de préparation. Donc, c'est pas public, on ne le voit pas. Et pourtant, tous les 15 jours, par exemple, au CSSS, là, on voit que ça peut être 6-7 heures de réunion d'affilée. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à un travail d'équipe en conseil de l'action sociale. Donc, c'est vrai que comme c'est à huis clos, c'est moins politisé, j'ai envie de dire, c'est moins... ça calme peut-être certaines choses qui peuvent plutôt se passer au conseil communal, puisque c'est pas public. C'est plus serein comme débat, mais c'est pas pour ça que chacun n'a pas son idée. Et moi, je suis plutôt assez demandeuse que les personnes puissent prendre position. On peut ne pas être d'accord. Et même, j'ai envie de dire que c'est dans ces échanges-là que ce sont les meilleures idées qui vont sortir. Parce qu'on va voir sous un autre angle qu'on n'avait pas imaginé, qu'on va dire, tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Ou voilà, certains conseillers qui ont un peu leur dada et qui viennent challenger sur, tiens, ce secteur-là, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et donc, ça nous rappelle aussi... toujours qu'on est là, en fait, pour le citoyen jean-bloutois, pour avoir la meilleure offre de services possible. Et donc, c'est pour moi toujours très, très important. Donc, nous, on est 11 conseillers de l'action sociale, on est 7 en majorité, on forme une équipe de 7. Et alors, moi, j'ai pris l'habitude, enfin, ça s'est mis un peu naturellement, de travailler en binôme avec le chef de file avec qui on est en majorité. Et c'est une personne qui a joué un rôle super important pour moi pendant toute la législature. Quand j'ai des très grandes décisions ou des difficultés, je l'appelle. Et donc, elle est au courant aussi de l'ensemble des dossiers. D'ailleurs, si je pars en vacances ou que je ne suis pas disponible, je dois toujours être remplacée parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour les aides urgentes, par exemple. Et donc... donc cette personne, quand elle me remplace, elle connaît les enjeux autant que moi. Donc ça a été aussi pour moi un grand soutien et aussi le fait de ne pas me sentir toute seule. En fait, quand je dois prendre des décisions, parfois très rapidement, j'ai aussi toujours un soutien de ce côté-là. Un côté agréable à ce partenariat, vu le nombre d'enjeux et la vitesse à laquelle il faut parfois trancher pour avancer, pour aider les gens qui en ont besoin. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis, présidence de CPS égale encore un autre partenariat, entre guillemets, puisque vous êtes la seule au sein du collège communal à œuvrer pour l'institution CPS, tandis que bourgmestre et échevins, eux, sont tous quelque part du côté communal. Donc là aussi, comment est-ce qu'on gère cet équilibre finalement qui n'est pas si équilibré que ça en termes de nombre de personnes du collège impliquées entre l'institution communale et l'institution sociale? Comment est-ce qu'on gère ça? Mais c'est être le plus transparent possible, partager en continu les enjeux pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et donc ici... pendant cette législature, la crise Covid nous a quand même fort mis à mal, mais aussi la crise énergétique, l'accueil des réfugiés ukrainiens également. Donc là, c'est un travail en collaboration, ville et CPS, parce qu'il y a aussi des services à la ville, comme tout ce qui est cohésion sociale, avec qui déjà il y a une grande habitude à Gembloux de collaboration. Donc quand je suis arrivée, il y a déjà quelque chose de très sain. On travaille un peu comme... frères et sœurs, ville et CPS, et donc avec énormément de solidarité de la ville quand il y a des difficultés au CPS et du CPS vis-à-vis de la ville aussi quand il y a à mettre en place des actions rapidement, comme l'accueil des Ukrainiens, qui nous est tombé dessus. Il fallait s'organiser très rapidement, et donc là, on a travaillé vraiment en collaboration. Mais donc oui, le CPS, c'est un grand volet de tout ce qui est politique sociale pour Gembloux. Maintenant, il y en a d'autres aussi, tout ce qui est culture, sport, et donc ou même toutes les zones de secours. Donc, si je prends le point de vue de la ville doit travailler
avec différentes institutions satellites, dont le CPAS, mais dont aussi plein d'autres. Et donc, ici, moi, finalement, j'ai la chance de faire partie du collège. Et donc, moi, je participe à toutes les réunions du collège chaque semaine. J'ai aussi des compétences à la ville, comme celle du logement, par exemple, l'égalité des chances et la solidarité internationale. Et donc, je me sens membre d'une équipe avec qui je travaille. Et forcément, quand on regarde toutes les questions sociales, il y a évidemment le CPS, mais pas que. Il y a aussi des questions sociales qui sont travaillées au sein de la ville. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Ah oui, certainement. Je pense que ce qui est peut-être important de clarifier pour les auditoristes qui ne le verraient pas, c'est qu'effectivement, le CPS n'a donc pas l'exclusivité de toutes les matières sociales. Non. C'est le choix de chaque commune, de chaque ville, de décider finalement si elle garde un certain nombre de prérogatives au sein de l'institution communale, oui. ce qui est visiblement le cas chez vous avec les thématiques que vous venez d'évoquer. Et quand une commune ou un CPS décide de lancer aussi un plan de cohésion sociale, ce qui, je pense, est le cas à Gembloux, de nouveau se repose la question, est-ce que c'est la ville ou le CPS qui va piloter ce plan en fonction des priorités qu'on détermine dans le plan. Donc là, finalement, l'action sociale, c'est très très large. Oui, tout à fait. À Gembloux, le plan de cohésion sociale est piloté au départ de la ville. Et donc, il y a un espace communautaire qui se situe, qui est ancré au niveau de la ville de Gembloux, mais avec qui le CPS collabore. Donc, on est dans le comité de pilotage. Les travailleurs sociaux se connaissent, travaillent ensemble sur plein de projets. Et pour avoir des échos d'autres communes ou villes, je peux sans souci dire qu'à Gembloux, ça fonctionne super bien, en fait. La manière de collaborer est excellente et c'est évidemment toujours au bénéfice des citoyens. Et c'est super important que le plan de cohésion sociale et le CPAS puissent développer des actions complémentaires ou en synergie, mais pas se marcher sur les pieds, parce que ça pourrait arriver. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Et ça fait aussi partie, quelque part, de votre rôle en tant que président de CPS, d'être à l'articulation de cette collaboration, puisque vous interagissez à titre principal avec l'administration du CPS, mais avec vos responsabilités dans la ville, vous interagissez aussi avec les services de la ville. Vous êtes un peu la seule personne qui passait ainsi d'un côté à l'autre. Oui et non, puisque chacun des membres du collège, dans ses propres compétences, ont aussi des organes qui leur sont propres. Je prends par exemple la CLDR. Voilà, l'échevin lui-même préside la CLDR et lui-même a un champ d'action. Et bon, on peut décliner ça dans toutes les compétences. Donc ça, je pense que c'est pas propre au CPAS. Néanmoins, au niveau de l'articulation, peut-être que c'est... que là, il y a un rôle pour fluidifier, pour partager l'info, pour s'intéresser à ce qui se passe et communiquer en disant voilà les enjeux, il y a un nouvel enjeu qui se présente, comment est-ce qu'on s'organise, on doit organiser l'accueil des réfugiés par exemple, ou bien ici on a traversé la crise énergétique, les services et de la ville et du CPS, puisqu'on a un conseiller énergie, on a des conseillers énergie à la ville, mais également au sein du secteur social. Et voilà, ils ont développé des projets ensemble, répondu à des appels à projets en commun pour organiser des actions communes auprès des citoyens. Mais oui. C'est vrai que je sais pas si j'ai la panacée, peut-être que ça se ferait naturellement, peut-être, puisque je pense qu'il y a un bon sens et que les personnes naturellement ont parfois... peut-être que ça se mettrait naturellement, mais peut-être que ici, moi, je l'ai facilité ou je le facilite, en tout cas. Et finalement, l'important pour les citoyennes et les citoyens, c'est d'avoir accès aux services ou à l'information qu'ils cherchent. Personne ne vous demande si c'est quelqu'un qui leur fournit ça via le CPS ou via la ville. Ce qui compte, finalement, c'est le résultat. Tout à fait. Et alors peut-être une petite nuance, c'est que le CPAS a peut-être une image négative auprès des citoyens. C'est connoté comme le CPAS,
au niveau pauvreté jambloutoise. Or, on a des tas de services qui sont ouverts à l'ensemble des citoyens, qu'on soit dans la précarité financière ou pas d'ailleurs. Enfin, je pense à tous les services de maintien à domicile, les repas, le transport social, même les maisons de repos, ou les crèches. Donc, on a des tas d'offres de services à l'ensemble des citoyens. Néanmoins, il y a cette image négative qui ferait peut-être que parfois certains citoyens n'oseraient pas franchir la porte. Et c'est d'autant plus important de travailler avec la ville pour qu'il y ait une porte d'entrée qui soit la plus large possible. Vous avez l'impression que dans le grand public, il y a une confusion sur ce A du CPS qui à la base veut dire action sociale et pas que aide sociale, il y a encore beaucoup de confusion. Très certainement, je pense. Mais objectivement, quand on est en difficulté, on a un accident de la vie, quel que soit finalement, c'est pas. Il faut beaucoup d'humilité pour franchir les portes. D'un CPAS, on l'a vu pendant la crise énergétique, par exemple, des personnes qui se sont retrouvées, ou même pendant la crise Covid, où il y a eu des indépendants qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Et où à la ville, on leur dit, mais allez au CPS, on avait mis en place une action spécifique pour les indépendants via un fonds Covid qu'on avait reçu. Mais ça n'a pas été simple parce que plusieurs personnes se sont dit, mais non, moi je vais jamais aller au CPS avec cette image. Mais non, les CPS, c'est vraiment pour les pauvres, entre guillemets. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail aussi de démystification et que la ville, les services, mais pas que les services de la ville, tout l'associatif peut aider, encourager les personnes. D'ailleurs, elles peuvent toujours être accompagnées. Donc, ça peut arriver que les Restos du Cœur amènent ou viennent avec quelqu'un au CPAS pour avoir accès à l'aide dont elle a besoin, en fait, et dont elle a droit, en fait. Avec le petit recul dont vous bénéficiez aujourd'hui, quelques années d'expérience, c'est peut-être pas encore vraiment des souvenirs, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont marqué en vous disant là, j'ai vraiment un impact, l'institution est capable de faire la différence pour les citoyennes, pour les citoyens, des choses qui vous semblent vraiment essentielles et qui pourraient quelque part justifier l'existence des CPS? Oh là là, on a le temps. Oui, mais peut-être en choisir une sera peut-être. Mais déjà, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment le quotidien, en fait. À chaque CSSS, donc comité spécial du service social, donc le comité qui prend les décisions d'aide financière sur base des dossiers présentés par les AS. Chez nous, c'est tous les 15 jours. J'ai envie de dire, à chaque CSSS, on se sent utile. On sait que on passe des heures de réunion, mais le lendemain, ou même parfois le jour même, les décisions qu'on prend vont avoir un impact dans la vie des gens, la vie quotidienne. On a vu des parcours de personnes qui ont eu un accident de la vie et qui, grâce à une intervention, un accompagnement, c'est pas que de l'aide financière, c'est aussi tout l'accompagnement social qui est fait parfois même dans l'aide administrative, ou que ce soit auprès de la mutuelle ou pour accéder à des droits fondamentaux. Et donc là, on voit tout de suite, j'ai envie de dire, l'impact positif. Après, il y a des tas de projets aussi qui sont développés et là, je pourrais en citer plein. Ici, on a un projet pilote d'espace communautaire via la région wallonne pour les personnes isolées, les aînés, mais aussi les personnes isolées à Gembloux. Donc, on a eu 2 années de financement et on vient d'être prolongé pour une 3e. Donc, on a ouvert un espace avec comme particularité, ce n'est pas que de l'occupationnel, entre guillemets, c'est aussi la volonté de mettre sur pied des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc, on a mis sur pied un groupe de travail avec des partenaires plutôt santé gembloutois. Et donc là, moi, quand je franchis les portes de cet espace communautaire et que je vois les personnes qui occupent cet espace, je me dis waouh, génial, quoi. Enfin, là, il se passe vraiment quelque chose. On répond à un besoin. Parce qu'il y a du public. Le concept attire les gens qui trouvent, rendent compte de ce qu'ils avaient besoin. Oui, et puis aussi, on connecte tout le secteur de la santé. On travaille avec une maison médicale qui développe des projets
et elle-même est satisfaite parce qu'il y a le public qui participe. Enfin, donc voilà, je trouve que ça, c'est un tout beau projet. Mais je pourrais en citer plein d'autres. Au niveau de nos maisons de repos, par exemple, on a mis en place un petit détail, mais ça fait pour moi, c'est un petit détail qui veut dire beaucoup. Donc on a mis sur pied des buffets pour les repas du soir. Et donc avant, les résidents mangeaient en chambre. Et donc ici, ça a nécessité, on s'en rend pas compte, mais toute une réorganisation, des horaires différents pour les travailleurs qui prestent plus tard en soirée. Et donc là, tout le monde redescend. Et en plus, la personne a un buffet et donc peut choisir ce qu'elle va mettre dans son assiette. Et donc d'abord, on a vu que la quantité d'aliments a augmenté. Donc en fait, les personnes se nourrissent 10 fois mieux, ce qui est meilleur pour leur santé. Mmh. Et pour le bien-être, pour la cohésion sociale, pour la convivialité aussi, le projet de vie des maisons de repos, ça a eu un impact très, très positif. Donc voilà une satisfaction qui peut paraître anecdotique, hein, je m'en rends compte, mais voilà, des projets comme ça, je pourrais en citer plein. Anecdotique à l'échelle d'un CPS, mais j'imagine que ça a profondément modifié la vie et en termes de contact avec d'autres, et comme vous le disiez, en termes d'alimentation, pour les gens à qui s'applique ce changement. Oui, voilà. Et pour eux, c'est probablement pas anecdotique du tout. Ah, pour eux, ça ne l'est pas, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit exemple d'une mesure, d'un changement, mais qui, on ne se rend pas toujours compte comme ce petit changement d'organisation, en fait, nécessite aussi toute une réorganisation en fait, du service. Ouais. J'imagine sans peine. Du côté des difficultés, pour un peu présenter la balance, vous avez évoqué peut-être le problème d'image parfois du CPS. Dans les mises en œuvre concrètes, il y a aussi des obstacles, des difficultés ponctuelles ou récurrentes auxquelles il faut faire face pour arriver à mettre plus d'actions telles qu'on l'entend quand on est présidente d'un CPS. Au niveau des difficultés, je dirais plutôt au niveau de la gestion du personnel, peut-être au niveau du turnover, des recrutements. Il faut savoir que dans chacun des secteurs, on combine des métiers en pénurie, aides-soignants, péricultrices, même assistants sociaux. Et donc là, voilà, il faut veiller à ce que le staff soit complet. Et vous avez besoin de beaucoup de monde, oui, au final. Oui, beaucoup de monde, parfois des difficultés de recrutement. Je n'aime pas du tout ce mot, j'en ai pas encore trouvé d'autres, mais c'est celui de la rétention du personnel ou de la fidélisation. Ce sont des métiers aussi avec des bas salaires. Et donc, moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que on a des travailleurs sociaux des travailleurs, pas que sociaux d'ailleurs au CPS, qui eux-mêmes galèrent dans leur vie quotidienne, qui parfois doivent aider des personnes ou sont en face de personnes qui demandent de l'aide alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à boucler la fin du mois, n'arrivent pas à tout gérer. Et donc là c'est une difficulté. Donc je pense qu'il faut vraiment valoriser tous ces métiers, en tout cas, qui œuvrent au quotidien. Et je pense que les citoyens ne se rendent pas compte toujours. Que ce soit en milieu d'accueil, les crèches, en maison de repos ou même au niveau du secteur social, ce sont des piliers. Enfin, c'est grâce à ces travailleurs que l'action sociale peut se mettre en place, en tout cas sur Gembloux, et qui nous-mêmes, on est tenus à des barèmes, etc. On aimerait pouvoir être plus attractifs. On a mis sur pied quelques mesures comme l'octroi de chèques repas ou pour essayer de valoriser avec tout ce qu'on peut. Mais c'est sans doute pas suffisant. Et donc là, il y a un travail pour moi énorme pour ces métiers qui sont un peu des métiers de l'ombre, mais qui sont ceux qui tiennent en fait toute l'action sociale. Et sur lesquels vous vous retrouvez en concurrence avec le secteur privé, avec d'autres qui n'ont pas ces contraintes barémiques en termes d'attractivité pour des travailleurs? En concurrence parfois même entre CPAS, puisque certains octroyaient des chèques repas, d'autres pas, etc. Avec le privé, maintenant, si je regarde le milieu d'accueil, enfin les métiers d'accueillante, je pense que ce soit l'associatif, le public, le privé, ce sont des métiers qu'il va falloir valoriser. Les métiers du care, du soin, aide-soignant, infirmier, infirmière,
Donc là, on a bénéficié de l'IFIC, donc comment dire, c'est un peu complexe, mais ce sont les nouveaux barèmes qui existaient déjà dans le privé et qui ont été mis en place ici dans le public qui sont basés sur la fonction et non plus sur le titre. Donc là, on a pu valoriser, mais ça reste à l'échelle d'un salaire mensuel quand même un petit peu anecdotique. Mais donc là, je pense qu'il va falloir s'intéresser à tous ces métiers, renforcer au niveau des subsides, de l'encadrement. En crèche, on a là tout un paradoxe entre nos subsides, des normes qui sont imposées de qualité, et puis un quotidien où il faut pouvoir avoir le personnel qui encadre chaque jour, pendant toutes les heures d'ouverture, pour accueillir les enfants, rester dans les clous des normes. C'est un challenge quotidien énorme. Mmh. Alors que c'est de nouveau quelque chose de très très concret pour la vie des gens. La directrice générale de CPS à ce micro disait finalement, avec de la crèche à la maison de retraite, on touche à la vie des gens du début jusqu'à la fin. Où sont les moyens par rapport à cette proximité sur la vie des gens? Si je vous entends, vous rejoignez ce constat. Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, il y a vraiment un besoin de s'intéresser, de valoriser. Et donc, j'ai envie de dire, même que ce soit public ou associatif ou privé, je pense que c'est pas tellement là le débat. Mais là, il y a un enjeu vraiment important. Et je sais bien que ça touche pas que ces métiers-là, qu'il n'y a pas que les métiers du care, que le rapport au travail a changé, que les personnes sont en recherche d'un sens et d'une utilité. Et ça, bien heureusement, ici, ce sont des métiers à vocation, j'ai envie de dire. Donc, les travailleurs sont hyper investis dans leur mission, mais doivent aussi eux-mêmes parfois faire face à des difficultés personnelles ou des enjeux. Et donc ça, c'est... Enfin, quand tu me posais la question des difficultés, je pense que ça, c'est un enjeu majeur. C'est de pouvoir avoir un staff motivé, présent, et donc d'avoir une attention aussi par rapport au bien-être au travail, de prendre le temps de travailler la cohésion d'équipe, et donc de ne pas être tout le temps le nez dans le guidon, de pouvoir octroyer ce temps-là aux équipes, de travailler aussi sur des supervisions, des formations pour que chaque personne puisse évoluer aussi dans son parcours professionnel. Voilà. Bien, mais donc des défis, il y en a. Si on élargit un tout petit peu le regard sur finalement votre implication au niveau de la vie locale, est-ce qu'il y a une réalisation, qu'elle soit de Jean Blou ou d'ailleurs, quelque chose que vous avez déjà vu et qui vous inspire en vous disant « Ah, ça, c'est tellement bien qu'il faudrait ça dans chaque commune, que c'est le genre d'avancée qui est au bénéfice le plus large et qui correspond à votre vision de la vie démocratique locale ?» Au niveau des projets pour les citoyens ? Que ce soit d'un projet ou d'une manière de fonctionner, quelque chose qui vous paraîtrait digne d'être répliqué à un maximum d'endroits? Oh là là, il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent de ce qui se passe ailleurs. Ici, on a eu la chance, par exemple, d'avoir aussi un appel à projet FSE et Région Wallonne, territoire zéro chômeur longue durée. Et je trouve ça super inspirant. Donc là, on est dans une phase pilote sur Jean Blou. Donc c'est un projet qui s'appelle Objectif Emploi Jean Blou. Et donc c'est à l'échelle d'un territoire. Et même Jean Blou, 26 000 habitants. Ici, c'est encore plus petit. C'est Jean Blou Centre, 10 000 habitants. De pouvoir mettre en place ce fameux concept qui a été développé en France, de territoire zéro chômeur longue durée. Et donc ça se base sur le fait que personne n'est inemployable. Donc ça, c'est un des premiers constats, que c'est pas l'argent qui manque, puisque en fait il y a déjà des allocations au chômage, donc il y a déjà un budget qui est prévu, et c'est pas l'emploi qui manque. Et donc l'idée, c'est vraiment à l'échelle d'un petit territoire de réfléchir à quels sont les besoins qui sont non couverts, quelles sont les offres de services qui manquent, et en même temps de travailler avec les personnes, quelles sont leurs compétences, et de pouvoir au service
finalement, à l'échelle d'un quartier, d'apporter une plus-value. Et donc, je pense qu'une approche territoriale, en fait, que ce soit par rapport à l'emploi, mais aussi par rapport à la santé ou par rapport à l'action sociale, c'est super intéressant. Quand les gens se connaissent, travaillent ensemble, qu'un médecin connaît l'assistante sociale ou l'aide ménagère ou même la maison de repos, ça facilite tellement les choses que je pense que de développer des approches micro à petite échelle, je trouve ça super inspirant et quelque chose qu'il faut garder, développer, que ce soit par rapport au projet Territoire zéro chômeur longue durée, mais on peut décliner ça dans toutes les compétences. Ça nous permet peut-être de revenir au début de l'entretien. Finalement, cet exemple sur un territoire très localisé, vous avez l'impression de vous y retrouver par rapport à ce qui vous a donné envie de vous impliquer ainsi dans la vie politique, dans la vie communale? Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Travailler avec les partenaires, les rencontrer, les connaître. Aussi, moi, j'ai passé beaucoup de temps aussi, je passe encore au quotidien beaucoup de temps à expliquer c'est quoi un CPAS, comment, quelles sont les aides auxquelles on a droit, comment on s'adresse, comment on formule une demande, ou à retraduire. J'ai des citoyens qui me disent j'ai pas eu droit, je comprends pas. Et je dis oui, mais comment est-ce que la demande a été formulée? Et en fait, il y a parfois à retraduire, réécrire les choses. Et quand on se connaît, qu'on travaille ensemble et qu'on peut aussi mieux alors mettre en avant les besoins. Les besoins d'un quartier sont pas ceux, d'un village sont pas les mêmes qu'un autre, et donc on va développer des services qui sont plus ancrés, qui répondent le mieux possible à des besoins spécifiques. On a des villages qui sont très mal desservis en transport en commun. Ça va être l'enjeu de la mobilité. Il va être mis en avant. D'autres où il n'y a pas de médecin généraliste, donc là il va falloir développer d'autres formes d'aide. Donc ça, moi je pense, et alors de travailler de manière intersectorielle, de décloisonner donc le CPAS au niveau social, mais on a aussi maintenant toutes ces règles de protection des données, de la vie privée, donc c'est pas simple non plus de partager les infos. Même entre CPAS et une ville, on ne peut pas échanger les données aussi simplement que ça? Alors, il y a des règles pour le secret professionnel ou les protections des données. Donc, si on a l'accord de la personne, là, il y a des manières de fonctionner. Mais de nouveau, si on ne se connaît pas et que ça ne facilite pas les choses. Et donc, à nouveau, à l'inverse, quand on a un éducateur de rue, un travailleur social de proximité de la ville qui, en plein hiver, rencontre une personne qui est dehors et qui fait froid, elle vient l'amener à l'espace communautaire, c'est ouvert, elle vient avec elle, et cette personne connaît les travailleurs sociaux, et donc tout le monde est gagnant en fait au final. Et si je vous entends en guise de conclusion, vous êtes vraiment convaincu de la plus-value des pouvoirs locaux et du fait de connaître les gens au bénéfice desquels on met en œuvre des actions? Mais tout à fait. Merci, je pense que ce sera un très bon mot de la fin, et merci pour toutes ces explications justement sur le rôle et la diversité des actions d'un centre public d'action sociale. Avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.